Le matin du 20 à 7 heures, nous avons vu que le camp se levait pour pousser le ciment. Il était 1 heure du matin ce jour-là. À 1 heure du matin, tout le Nanga Parbat était couvert, du moins c'est ce que nous pensions. Le 25 janvier 2018, un vent violent balayait les hauteurs du Nanga Parbat où 2 alpinistes avançaient dans l'obscurité. Puis l'un d'eux s'est arrêté. La glace couvrait ses yeux. Il cligna des paupières et se frotta le visage, écrasant la glace avec sa main gantée. Rien ne s'éclaircit. Il se tourna vers son partenaire, sa voix tremblante alors que le vent engloutissait ses mots. « Élie, je ne vois rien !» Le temps ralentit, les gants se raidissaient. Ils étaient à des kilomètres de tout secours, seuls dans l'obscurité, à plus de 8000 mètres dans la zone de la mort. Élie restait là, le froid rongeant ses gants et le temps filant. Si elle restait, elle risquait de mourir avec lui. Si elle partait, elle survivrait, mais seule. Après des années d'obsession pour un sommet, jusqu'à la cécité des neiges qui l'a plongée dans l'obscurité, voici comment un objectif peut soudain devenir mortel. Bienvenue dans l'extrême. C'est bien qu'il soit déjà parti. Tomek Makovits n'a pas commencé sa vie comme alpiniste. Dans son adolescence, il était fortement dépendant de substances dures. Pendant des années, il s'enfonçait dans l'obscurité sans savoir comment en sortir. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et a choisi de changer. Après plusieurs années en cure, Tomek a vaincu sa dépendance et entamé une phase d'introspection. Il a acheté un yacht et navigué sur les lacs de Masurie, au nord de la Pologne. Peu de temps après, il avait réservé un vol pour l'Inde où il a passé 6 mois à enseigner l'anglais à des enfants touchés par la lèpre. C'est lors de ce séjour en Asie qu'il a découvert les vastes Himalayas qui deviendraient ensuite sa passion et obsession. Tomek a gravi de plus petits sommets de l'Himalaya pour assouvir sa passion. Jusqu'à ce que sa première véritable expédition d'alpinisme ait lieu en 2008, il a rejoint un autre passionné d'escalade et esprit libre, Marek Klonowski, pour traverser le plus haut sommet du Canada, le mont Logan. Mais il y avait un hic. Ils voulèrent le faire en hiver. Tomek découvrira bientôt que la vie sur la montagne est totalement silencieuse. Ton passé, ton futur, il n'y a que toi et la montagne. Et la douleur de survivre. Une douleur qu'il n'avait plus besoin d'engourdir et qui lui permettait peut-être de se sentir plus vivant que jamais. Tomek et son partenaire Merik n'avaient pas beaucoup d'argent, mais cela ne les a jamais arrêtés. Ils achetèrent souvent leur équipement d'occasion. Pendant 6 semaines, ils ont gravi divers sommets, montant et descendant dans la nature gelée où les températures atteignaient environ 49 degrés Fahrenheit. Mais sur ce sommet isolé, le froid n'est que le début. Le mont Logan est l'un des plus hauts sommets de la chaîne Saint-Élie, réputé pour son climat violent et imprévisible. Des blizzards peuvent surgir de nulle part, piégeant les alpinistes pendant des jours, parfois des semaines, dans des conditions de voile blanc où la visibilité tombe à zéro. Tomek et Merik débutaient leur aventure lorsque de fortes tempêtes frappèrent les montagnes pendant leur ascension. D'énormes quantités de neige sont tombées et ils ont affronté des vents de force ouragan qui pouvaient déchirer les tentes en lambeaux et les envoyer dévaler les pentes glacées. De plus, ils ont dû affronter ce qui semblait être une obscurité permanente. La lueur de leur lampe frontale les guidait dans le labyrinthe du mont Logan. Dans ces instants, Tomek se sentait vivant. C'était une expérience brute et pure, une façon rare de voir le monde. À chaque pas, il se rapprochait de son objectif. C'était un combat contre des kilomètres de neige, de glace, de pentes raides et de crevasses. Mais il l'accueillait à bras ouverts. Ils ont résolu chaque énigme avec beaucoup d'enthousiasme jusqu'à ce qu'ils reviennent épuisés. C'était un grand accomplissement qui les a marqués. Le prix du voyage polonais et le prix Colospied de l'année, ainsi que cette expédition et distinction, n'étaient qu'un début. Tomek était désormais accro lorsqu'il est rentré chez lui en Pologne. Il a tenté de retrouver une vie normale, travaillant de 9h à 17h et aidant sa femme avec leur enfant, mais cela a vite cessé. Bientôt, il a ressenti le besoin de repartir et a planifié une nouvelle aventure pour fuir l'ennui d'une vie simple. Il a alors tenté une autre montagne périlleuse. Environ 1 an après sa première expédition, il a fait une ascension en solo du Kantengri, un sommet de 23 000 pieds dans la chaîne de montagnes Tian Shan en Asie centrale. Avoir surmonté un défi aussi dangereux en solitaire a renforcé la confiance de Tomek. Il se voyait comme un alpiniste déterminé et compétent et il n'y a qu'un seul endroit pour une personne comme ça, l'Himalaya. C'est ici que Tomek s'est retrouvé pour la première fois face à face avec le Nanga Parbat, un sommet si dangereux que beaucoup le connaissaient sous un nom plus sinistre, la montagne tueuse.
Beaucoup d'alpinistes voyaient dans le Nanga Parbat un avertissement. Tomek, lui, s'y sentait reconnu. C'était sa nouvelle obsession. Cependant, le désir de grandeur a souvent un prix élevé, comme il le découvrit lors d'un détour sur ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je propose une vidéo exclusive, une analyse ou une histoire personnelle inédite, absente de YouTube. Si tu veux passer derrière les coulisses avec moi, viens rejoindre la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. En 2010, Tomek et Merik Klonovski se sont réunis pour relever leur défi le plus dangereux. Ils ont choisi de devenir les premiers humains à gravir ces pentes glacées en hiver. Mais cela n'était pas jugé dangereux uniquement chez les alpinistes. On disait que c'était une erreur dont on ne revenait pas. Et Tomek le savait sur le Nanga Parbat en hiver. Les erreurs n'enseignent pas de leçons, elles mettent fin à des vies. Tomek a affronté tout cela de front lors de sa tentative d'inscrire son nom dans les livres d'histoire, mais sa motivation allait au-delà de la réussite personnelle. Il voulait prouver que chacun pouvait gravir des montagnes et profiter des sommets. Il a voulu prouver que même d'anciens dépendants pouvaient réussir quelque chose de positif. Lorsque Tomek a commencé à se préparer pour l'expédition, il a dû surmonter plusieurs petits obstacles avant même d'arriver à la montagne. Sans grand sponsor ni origine aisée, lui et Merik devaient économiser partout où c'était possible. Pour ce faire, ils ont utilisé des cordes destinées à l'agriculture, qu'ils avaient achetées en ligne à prix réduit, et il installait des éoliennes comme travail d'appoint pour gravir le Nanga Parbat. Aujourd'hui, le permis à lui seul peut coûter jusqu'à 4 000 par personne. Il devait aussi payer ses vols, des semaines de provisions et son équipement pour rester au chaud sur la montagne. Mais ces obstacles étaient ces mineurs pour Tomek, qui savait que le vrai défi était la montagne lorsqu'il a atteint le Nanga Parbat fin 2010. Il prévoyait d'atteindre son sommet en utilisant une stratégie légère de style alpin, ce qui signifiait qu'il comptait gravir la montagne sans l'aide de Sherpas et avec peu de provisions. Ce style reposait sur l'autosuffisance. Mais ce que beaucoup considéraient comme le plus dangereux de tout, c'était sa décision de grimper sans oxygène supplémentaire. Mais c'était très risqué, car plus il montait, plus son corps souffrait du manque d'oxygène. Cela force votre cœur, vos poumons et votre sang à travailler plus, causant des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue et parfois des conditions graves. Après tout, c'était l'une des montagnes les plus dangereuses au monde. Mais c'est justement ce qui intriguait Tomek, et Merik a tout donné avec lui. Ils ont gravi la voie Kinshoffer, affrontant tout ce que la montagne leur lançait en progressant vers le sommet. Des vents violents hurlaient derrière eux et la neige couvrait le sol rocheux. La température était tombée à moins 45 degrés Fahrenheit. Par ce genre de temps, toute peau exposée gèlerait instantanément. Chaque pas vers le haut était une lutte contre les éléments et la moindre perte de concentration pouvait avoir de graves conséquences. Tomek et Merik devaient constamment être à l'affût des avalanches qui sont également fréquentes en hiver sur la montagne. Ce genre d'escalade n'est pas pour les âmes sensibles. Les tempêtes de neige étaient déchaînées. Toutes les difficultés de l'escalade classique étaient exacerbées. Imaginez des températures si basses que votre peau gèle sur le champ, des vents si forts qu'ils pourraient vous emporter et une neige menaçant sans cesse de provoquer une avalanche. Ils ont fait de leur mieux pour atteindre le sommet, cependant le destin n'était pas de leur côté. Ils ont pris la difficile décision de faire demi-tour peu après avoir dépassé les 18 000 pieds. Ils ont été submergés par les conditions météorologiques et le risque d'avalanche, et s'ils avaient décidé de continuer, cela aurait pu leur coûter la vie. Pour la plupart des alpinistes, cela aurait été un soulagement. Pour Tomek, cela ressemblait à un rejet, mais ils avaient acquis une expérience précieuse sur l'une des montagnes les plus dangereuses du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que personne d'autre ne l'avait encore gravi. Leur objectif de rester premier demeurait en 2011-2012. Merik a de nouveau rejoint Tomek. La motivation pour atteindre le sommet était plus forte que jamais cette fois. Ils ont croisé Simon Morrow et Denis Urubko qui poursuivaient le même objectif. Maintenant, Tomek voyait une compétition, son obsession grandissait et le feu en lui brûlait. Cette année-là, les conditions sur la voie Kinshoffer étaient impossibles. Tout le monde a rebroussé chemin après avoir à peine avancé sur la montagne, mais cette fois, ils sont tout de même montés un peu plus haut, à 21 600 pieds. Maintenant, la concurrence était plus forte. La saison 2012-2013 a ouvert une nouvelle ère sur le Nanga Parbat avec davantage d'expéditions visant la première ascension hivernale. 4 expéditions, 2 de chaque côté de la montagne. Mais encore une fois, l'histoire s'est répétée, cette fois à 7400 mètres d'altitude. Chaque essai coûte plus
et épuise davantage, attirant plus de concurrence, donc Tomek devait tenter sa chance la saison suivante. L'hiver 2013-2014 les a brisés. Tomek, Merik et l'équipe polonaise ont passé près de 90 jours bloqués au camp de base sur la face Rupal, attendant une accalmie des tempêtes et avalanches incessantes. Ils étaient avec des visages familiers, Simone Moreau et Denis Urubko partageant la montagne avec une autre équipe. Ils ont survécu à l'hiver jusqu'au dernier jour avant qu'une avalanche ne les force à battre en retraite ensemble. Ils ont atteint 7200 mètres assez près pour sentir le sommet, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il avait déjà mis sa vie entre parenthèses 4 fois. Il avait tout laissé derrière lui, sa famille, les rires de ses enfants, l'amour de sa femme, sa maison et ses amis. Tout cela restait au second plan derrière la montagne. Au fil des ans, beaucoup d'alpinistes se sont demandé pourquoi ils revenaient au Nanga Parbat en hiver. Peut-être que la réponse était sous leurs yeux ou qu'il avait tant échoué. Quoi qu'il poursuivait sur cette montagne, cela continuait de l'appeler. Chaque hiver, il revenait comme un boomerang vers la montagne. De nombreux habitants du village l'accueillaient chaque saison. Un jour, Tomek et Merik, à court d'argent, ont vendu toutes leurs affaires, y compris leur équipement d'hiver, pour acheter un billet de retour. Il a aussi tenté de rester au Pakistan après l'expédition pour trouver un emploi et payer son billet d'avion. Lors de sa 5e tentative d'escalader la montagne tueuse, Tomek a décidé de faire équipe avec l'alpiniste française Elisabeth Rivol. Au cours de la saison 2014-2015, le duo a bravé l'une des années les plus froides sur la montagne alors qu'il gravissait lentement la face d'Yamir. En 2008, Elisabeth a gravi en solo le Broad Peak, le Gesherbrum 1 et le Gesherbrum 2 en 16 jours sans oxygène supplémentaire. Elle était aussi au Nanga Parbat la saison précédente, mais n'a pas abordé la montagne comme lui. Ils ont fait leur bagage et sont repartis sur la montagne. Chaque pas qu'ils faisaient vers le sommet rendait les choses beaucoup plus dangereuses. Ce n'était pas juste plus raide, c'était comme si la montagne voulait les arrêter. Puis, ils se sont retrouvés face à la paroi, Rupol, un mur unique de roches et de glace de 4500 mètres de haut. Au-delà de cela, chaque pente au-dessus, autour et sous eux menaçait de déclencher une énorme avalanche. Le manteau neigeux était instable, et le froid si intense que leurs mains et pieds restaient engourdis malgré leurs vêtements chauds. Contre toute attente, ils ont continué à grimper, atteignant plus de 7600 mètres. C'était le moment, Tomek le sentait. Cette année, il pourrait enfin atteindre le sommet pour la première fois. Il était si proche, il ne leur restait plus que quelques milliers de pieds à gravir. Son cœur battait la chamade alors qu'il se hissait vers le haut, épuisé mais plein d'espoir. Il pouvait presque goûter à la victoire. Mais soudain, ses rêves furent à nouveau brisés. La neige légère devint vite un blizzard aveuglant, limitant la visibilité à quelques mètres. Le vent se renforça devant eux, menaçant de l'arracher à sa corde de sécurité. À ce moment-là, ils savaient qu'ils devaient abandonner. Le cœur brisé et en danger, Tomek et Elisabeth firent demi-tour. Cette année-là, Tomek remporta une grande victoire en atteignant un point plus élevé sur le Nanga Parbat qu'auparavant. Un record personnel exceptionnel pour lui. C'était la plus haute altitude atteinte depuis que Zbigniew Trimuel avait conduit une équipe polonaise au même niveau près de 20 ans plus tôt. Mais s'en approcher n'a fait qu'accentuer la douleur de l'échec. Tomek était tout près de la gloire. Il était si proche qu'il pouvait presque le toucher. Et l'année suivante, tout ce à quoi il pensait, c'était de retourner à la montagne pour finir ce qu'il avait commencé, mais la montagne ne l'a pas attendu. Simone Moreau et son équipe ont été les premiers à atteindre le sommet en février 2016. Tomek a regardé d'en bas pendant que quelqu'un d'autre réalisait son rêve, le seul objectif qu'il avait essayé d'atteindre avec tant d'efforts. Voir quelqu'un d'autre arriver et lui prendre ce rêve sous les yeux a dû être dévastateur. La montagne qu'il aimait l'empêchait toujours d'atteindre le sommet, mais elle avait permis à un autre groupe d'alpinistes d'y accéder en toute sécurité. Tomek a dû se sentir trahi, il avait tout donné au Nanga Parbat et avait quand même échoué. Mais il y avait une petite lueur d'espoir. Il savait au moins qu'il était possible d'atteindre le sommet en hiver. Ce que tous pensaient le briser l'a en réalité motivé, même s'il avait perdu espoir. Après 5 tentatives infructueuses, cette saison-là, il a de nouveau uni ses forces à celles d'Elisabeth lors de son expédition de 2016 à 2017. Le temps était brutal. Ils ont affronté les vents glacés jusqu'à heurter un mur à 25 000 pieds. À cet instant, Tomek a ressenti la peur sur la montagne pour la première fois, car les conditions étaient devenues presque un voile blanc.
Lorsqu'on lui a demandé ce qui les avait fait rebrousser chemin, Tomek a dit qu'il se souvient avoir regardé le visage d'Eli et avoir vu une véritable peur sur son visage glacé. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était impossible de continuer, car s'il le faisait, cela les mènerait presque certainement à la mort. Il a dû faire demi-tour pour la 6e fois. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais certainement du mal à me motiver à essayer même après la 3e tentative. Après 6 tentatives, beaucoup pensaient que Tomek était fini. Il n'est pas revenu au Nanga Parbat l'année suivante, certains affirmant qu'il avait choisi de faire une pause dans l'alpinisme. Mais il se préparait pour une grande tentative l'année suivante. Et tout simplement, Tomek était de retour dans l'Himalaya pour une dernière fois. Lorsqu'il est arrivé en décembre 2017, l'air était déjà vif, et la neige épaisse de l'hiver recouvrait la montagne comme une immense couverture blanche. Pour beaucoup d'alpinistes, c'était un cauchemar, mais Tomek s'y sentait parfaitement à sa place. Elisabeth l'a rejointe et ensemble, ils se sont préparés à affronter le Nanga Parbat pour la 3e fois, plus motivés que jamais. Pouvaient-ils être le 2e groupe à réussir l'ascension hivernale de la montagne tueuse? L'histoire d'Elisabeth Raval se confondait désormais avec celle de Tomek lors de l'ascension finale. Elisabeth n'était pas motivée par le sommet, elle était guidée par le sens des responsabilités, le partenariat et la conviction qu'elle pouvait l'aider à revenir vivant. Elle voyait en Tomek un esprit libre, quelqu'un qui saisissait l'attrait mystique de ces sommets gigantesques. Leur ambition commune d'être les premiers à atteindre le sommet du Nanga Parbat en hiver sans oxygène supplémentaire a créé un lien puissant entre eux. Une fois de plus, ils étaient prêts à tout donner pour atteindre le sommet. Après des semaines d'acclimatation sur la montagne et de discussions sur l'itinéraire le plus sûr à travers la neige épaisse et le terrain glacé, les choses semblaient bien se présenter pour les alpinistes. Ils ont bravé le froid, les vents et le terrain difficile. Ils ont grimpé en style alpin, portant tout leur équipement, installant des camps minimalistes et privilégiant rapidité et autonomie. Cette approche est plus rapide, mais elle augmente aussi les risques. Le 25 janvier 2018, après des jours d'efforts pas à pas, Tomek et Elisabeth étaient à moins de 300 mètres du sommet. C'était la première fois qu'ils étaient aussi proches. L'air se raréfiait, le vent se faisait plus mordant. Chaque pas prenait plus de temps que le précédent, mais ils n'allaient pas abandonner, ils le sentaient tous les deux. Toutes les tentatives précédentes avaient échoué. Ils devaient décider si cette fois serait différente. La pensée disparut, la fatigue disparut. Il n'y avait plus que le poteau du sommet devant eux, si proche qu'il arrêtait le temps, attirant leur corps vers le haut sans demander la permission jusqu'à ce que cela arrive enfin. Le 25 janvier 2018, Elisabeth posa ses bottes couvertes de glace sur le véritable sommet aux alentours de 6h15. À ce moment-là, le soleil s'était déjà couché derrière l'horizon et la température était descendue à un niveau dangereusement bas de moins 40 degrés Fahrenheit. Tomek était juste derrière et quand il l'a rejoint, Elisabeth, folle de joie, a crié « Oui » en le serrant dans ses bras. Elisabeth était la première femme à gravir le Nanga Parbat en hiver. Et Tomek s'était enfin tenu au sommet d'une montagne qu'il poursuivait depuis 7 ans. Il ne s'attendait probablement même pas à atteindre le sommet, mais ensuite est venu le choc. Tomek a enlevé ses lunettes et Elisabeth a remarqué comment des cristaux de glace couvraient ses yeux bleus. Puis sont venues les paroles terrifiantes. « Eli, qu'est-ce qui se passe avec mes yeux ?» Avec la panique dans la voix, il a dit « Eli, je ne vois plus ta lampe frontale, tu es flou. » Elisabeth a rapidement compris qu'il souffrait de cécité des neiges et même d'engelure. Elle a paniqué aussi, sachant qu'ils étaient à plusieurs jours de toute aide. Le sommet du Nanga Parbat est parmi les lieux les plus isolés au monde, ils étaient totalement seuls. Elisabeth s'est ressaisie, a pris la main de Tomek, l'a posée sur son épaule, puis ils ont commencé leur descente. S'il y avait la moindre chance de survie, elle devait agir rapidement, mais Tomek pouvait à peine bouger seul et sa vision était presque nulle. C'est là que l'horreur a débuté. Elisabeth a entendu une toux, puis aperçu une goutte rouge foncée sur la neige. La situation était grave. Elisabeth savait qu'il souffrait d'un œdème pulmonaire d'altitude, et avant qu'elle puisse réagir, Tomek avait cessé de parler. À chaque pas, l'état de Tomek empirait. Elle a réussi à le descendre jusqu'à 7280 mètres, mais il ne pouvait plus continuer. Ils se sont abrités dans une crevasse la nuit du 25 janvier serrés contre la glace alors que le froid s'intensifiait. Le matin, il était évident qu'on ne pouvait plus le déplacer. Le terrain au-delà était infranchissable et essayer de le forcer à traverser les aurait probablement tués tous les deux. Quelques minutes durant, elle oscillait entre chagrin, espoir, tristesse et colère. Que ferais-tu en sachant qu'aucune décision ne se termine sans perte ?
Rester, c'était mourir ensemble, partir, c'était fuir seul. Elisabeth a pris cette décision douloureuse. Elle l'a placé dans un sac de couchage au fond de la crevasse, lui laissant presque tout leur équipement pour l'abriter du vent et du froid extrême. Espérant obtenir de l'aide et revenir, elle pleurait en lui promettant de revenir le chercher. C'était l'une des décisions les plus difficiles qu'elle ait jamais prises, mais rester avec lui signifiait qu'ils mourraient probablement tous les deux. Je ne peux pas imaginer l'horrible et déchirant choix de sauver ma propre vie, mais de laisser mon ami mourir tout seul. Les regarder dans les yeux et promettre de revenir, tout en sachant qu'on pourrait ne jamais les revoir. Malheureusement, c'est ça l'alpinisme en haute altitude. La règle numéro 1 reste de se sauver soi-même. Elisabeth a alors entamé une descente en solitaire, une course désespérée contre la montre et les éléments. Elle n'allait pas bien elle-même, elle avait des hallucinations à cause de l'épuisement et du manque d'oxygène, elle voyait des choses qui n'existaient pas, elle a même commencé à enlever ses vêtements dans ces conditions extrêmement froides. C'est un symptôme dangereux d'hypothermie sévère. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de se concentrer sur un pas à la fois, si elle le pouvait. Juste avant de quitter Tomek, Elisabeth a lancé un appel de détresse via son InReach, espérant recevoir de l'aide. Elle a envoyé un Save Our Souls à son mari, à la femme de Tomek et à Ludovic Giambiasi, expliquant la gravité de l'état de Tomek et suppliant qu'on les aide. Au moins, l'un d'eux ferait quelque chose de bien. Elle l'ignorait alors. Leur situation ayant été connue, une vaste opération a aussitôt mobilisé certains des meilleurs alpinistes de haute altitude. Une page de financement participatif a été lancée et le ministère polonais des Affaires étrangères a garanti les frais de sauvetage. Une équipe d'alpinistes polonais d'élite, dont Adam Bilecki, Denis Orobko, Jaroslaw Botor et Piotr Tomala, a interrompu sa tentative d'ascension hivernale du K2 pour porter assistance. Ces héros ont été transportés en hélicoptère jusqu'au Nanga Parbat et ont commencé leur ascension dans l'obscurité, affrontant les mêmes conditions brutales qui avaient piégé Elisabeth et Tomek. Des vents violents fouettaient leurs vêtements tandis qu'une neige épaisse recouvrait le sentier. Ils n'avaient, pour se guider sur la montagne, qu'une corde gelée et la lumière de leur lampe frontale. Mais jamais les hommes n'ont pensé à abandonner. Contre toute attente, les alpinistes avançaient avec une rapidité et une habileté incroyables. Adam et Denis sont finalement tombés sur Elisabeth à environ 6000 mètres d'altitude le 27 janvier. Elle était à peine consciente, gravement gelée, incapable d'utiliser ses mains et voyager sans lampe frontale ni équipement adéquat. Ils lui ont donné des médicaments et des moufles. Après quelques minutes, Elisabeth a informé Adam et Denis de l'état critique de Tomek. Ce n'était pas bon. Face à un choix impossible, les alpinistes polonais ont décidé de privilégier le sauvetage d'Elisabeth. Ils savaient que tenter d'atteindre Tomek, probablement déjà mort à cette altitude, mettrait leur vie en danger. Le vent était si fort qu'il aurait pu emporter les hommes hors de la montagne, et les températures étaient si basses que l'eau se transformait instantanément en glace. Adam et Denis ont finalement jugé qu'escalader plus haut pour retrouver Tomek était trop risqué. Ils ont aidé Elisabeth à descendre la montagne en rappel et sur la neige jusqu'à leurs coéquipiers et les hélicoptères au camp 1. 18 heures après sa découverte ici, Elisabeth a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital où elle a subi plusieurs interventions pour ses blessures causées par les engelures. Heureusement, elle a réussi à éviter toute amputation et a pu se rétablir complètement. Quant à Tomek, il a été présumé mort et son corps reste sur le Nanga Parbat à ce jour. Tomek Makiewicz a passé 7 ans à retourner sur la même montagne, poursuivant un sommet qu'il a toujours repoussé. Certaines personnes appelleront cela une obsession, d'autres parleront de courage. Mais peut-être que l'histoire de Tomek parle de quelque chose de plus simple. C'est l'histoire d'un homme qui avait besoin du bout du monde pour se sentir vivant, et qui continuait à s'en approcher, sachant qu'un jour, il pourrait ne pas en revenir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.